restez avec nous pour Allo Docteur. Vous avez sûrement entendu parler du fameux tunnel que traversent certains malades dans le coma ou des personnes ayant frôlé la mort. Allo Docteur aujourd'hui est consacré aux expériences de mort imminente. EMI en français pour expérience de mort imminente ou NDE en anglais pour Near Death Experience. Alors ce fait clinique est resté tabou jusqu'en 1977, date à laquelle le psychiatre américain Raymond Moody en a parlé dans son livre La vie après la vie, premier recueil de témoignages de ceux qu'on appelle les expérienceurs, c'est-à-dire les personnes ayant vécu une EMI. Alors, généralement, ces expérienceurs décrivent des phénomènes très caractéristiques, la décorporation, c'est-à-dire la sensation de sortir de son corps, le déplacement le long d'un tunnel avec la vision d'une lumière intense mais plutôt apaisante, ou encore la vision en accéléré de sa propre existence. Et pendant longtemps, les expériences de mort imminente étaient plutôt considérées comme des phénomènes paranormaux qui dépassaient toute logique. Aujourd'hui, des équipes scientifiques et des médecins les prennent au sérieux et tentent de dégager des données objectives de ces manifestations. Alors, comment savoir si on a vécu une EMI? Que nous apprennent-elles sur le fonctionnement de notre conscience? Et puis, à qui parler de cette expérience quand on l'a vécue? C'est l'occasion jamais de poser toutes vos questions sans passer pour des illuminés, parce qu'on reçoit des invités qui travaillent très sérieusement sur ce sujet. Avec nous, donc, le docteur Jean-Pierre Postel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anesthésiste réanimateur à l'hôpital Jean Leclerc de Sarlat, président du SNERIC, le Centre national d'études de recherche et d'information sur la conscience modifiée, qui étudie notamment les EMI. À vos côtés, le docteur Jean-Pierre Jourdan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et président de l'association Jans France, qui est l'association internationale pour l'étude, j'imagine, de ces EMI. Les états proches de la mort. Voilà. C'est la branche française. Vous êtes l'auteur de ce livre, Deadline, préfacé donc par le docteur Moody, dont on a parlé. C'est paru chez Pocket, et c'est donc le récit de votre travail, du recueil de tout ce que vous avez fait depuis 20 ans de travail, de 70 témoignages que j'ai essayé de décortiquer, d'analyser et d'en tirer surtout des questions, beaucoup plus que de réponses. Très bien. Et avec nous également Bruno Camilleri. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été victime d'un arrêt cardiaque en février dernier. En fait, il y a eu 2 arrêts cardiaques. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais en train de jouer au golf, j'ai eu un infarctus, pour aller assez rapidement. Un infarctus qui a nécessité de la part des secouristes 2 thrombolyses. Une première thrombolyse qui m'a provoqué... Injecter un produit pour débloquer l'artère. Ce qu'ils appellent dans leur jargon du desktop, c'est pour dissoudre le caillot qui se trouve dans les artères coronaires. J'ai fait un premier arrêt cardiaque qui n'a pas duré très très longtemps. Et la première thrombolyse n'a pas suffi, il a fallu m'en faire une deuxième. Et durant cette deuxième thrombolyse, j'ai eu un arrêt cardiaque assez important qui a nécessité 2 voire 3 défibrillations, je crois. Et 2 chocs électriques, 3 chocs électriques. Et pendant cette période-là que j'ai vécu des choses, on va dire, extraordinaires. Qu'est-ce que vous avez vécu? Ce que j'ai vécu, c'est, dans un premier temps, j'ai glissé dans un monde, on va dire, très apaisant. J'ai baigné dans une lumière très apaisante aussi. Je me suis retrouvé dans un état de domination de la scène. Vous étiez au-dessus? C'est-à-dire que j'étais au-dessus. Je voyais ce qui se passait à l'extérieur du camion, à l'intérieur du camion. Et je vivais dans une empathie totale, c'est-à-dire que j'étais totalement... j'étais pas absorbé par les sentiments que pouvaient avoir tous les gens autour de moi. Moi, j'étais extrêmement bien, j'étais dans un bonheur intense, dans une... voilà. Les gens autour de vous, c'était la réalité de ce qui s'est passé? C'était la réalité de ce qui se passait, oui. J'ai vu plusieurs choses qui ont été vérifiées. J'ai vu un ami qui téléphonait à ma compagne pour lui expliquer ce que j'avais, qui n'arrivait pas à la joindre, qui lui laissait des messages. J'ai vu les secouristes en train de me masser, en train de me défibriller. J'ai vu la secrétaire du club, j'ai vu, il y avait tous les gens. Au moment de la défibrillation, alors c'est un choc électrique, hein, on l'a déjà vu souvent, on met deux sortes de fer à repasser pour envoyer une décharge. Théoriquement, quand on est conscient, c'est douloureux. Quand vous le sentez ou que vous le vivez en étant un peu au-dessus de votre corps, est-ce que vous ressentez une douleur? Aucune douleur. Quand j'étais dans cet état-là, je vous dis, j'étais baigné dans cette lumière intense et je ressentais un bonheur incomparable de ce que je pouvais vivre sur Terre. Au point d'avoir envie de leur demander d'arrêter et de vous laisser partir? Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et vous en êtes revenu comment? De manière désagréable? Brutalement, d'une manière très très désagréable.
Je me suis retrouvé, tout d'un coup, tout s'est arrêté, c'est-à-dire cette lumière s'est arrêtée. Je me suis retrouvé, j'ai la vision très très nette d'être complètement cambré sur le brancard, avec la tête en arrière, le masque à oxygène sur la tête, les genoux de l'urgentiste qui était autour de mes oreilles. Je voyais sa tête à l'envers autour de moi, derrière moi, et mon corps complètement cambré, avec toute la douleur qui reprend, toute la conscience qui reprend, enfin la conscience, on va dire terrienne, qui reprend, tous les soucis qui reviennent, alors que tout avait disparu pendant les quelques minutes où j'étais en arrêt. Est-ce que ces souvenirs étaient présents dès le moment où vous avez repris conscience de tout ce qui se passait, ou est-ce que c'est revenu un moment après? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire que j'ai eu un moment où on m'a transporté en hélicoptère à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Dès que je suis arrivé en hélicoptère à l'hôpital d'Aix-en-Provence, j'en ai parlé à un médecin qui a un petit peu tourné le dos, qui n'a pas voulu donner suite à mes dires. Ensuite, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est à ma compagne. J'en ai parlé aussi à ses parents, j'en ai parlé à beaucoup de monde. Mais bon, pendant un bon petit moment, on m'a regardé un petit peu avec des yeux... Le moment où vous retrouvez la douleur, vous reprenez une sorte de conscience, correspond exactement au moment où le cœur est reparti ou pas, d'après ce qu'on vous dit? D'après ce qu'on m'a dit, j'attends en fait, je pourrais vous le préciser, mais je devais avoir un coup de fil de l'urgentiste que j'ai rencontré quand même après, j'ai été le voir pour lui demander exactement ce qui s'était passé, pour voir si j'avais pas vécu un rêve, parce que je suis... Bon, on ne l'a pas dit, mais je suis aussi dans le milieu médical, donc je suis un peu cartésien. J'ai du mal à croire à toutes ces choses un peu bizarroïdes. Bon, mais ça m'est arrivé, donc maintenant, j'y crois dur comme fer parce que je l'ai vécu. Et je peux pas vous dire exactement si ça correspond à cette date. On va évidemment essayer de revenir à la façon dont vous le vivez aujourd'hui et puis essayer évidemment de comprendre ce qui peut se passer. Mais c'est effectivement pour vous un souvenir agréable, en tout cas très apaisant. C'est une question qu'on a. Est-ce que ça se vit en général comme une expérience agréable ou pas par les patients qui le racontent? Ou est-ce que ça peut être quelque chose de douloureux à vivre? C'est pratiquement toujours très agréable. Oui. Ouais. Les expériences qu'on dit négatives sont en fait, après analyse, pour la plupart du temps, un mélange. Si vous voulez, une expérience de mort imminente, en général, c'est un arrêt cardiaque, c'est une expérience de courte durée. Le plus fréquent, c'est dans des expériences de courte durée. Maintenant, il y a des gens qui ont fait un coma par la suite. Alors, ça va être la question de Paul. J'ai vécu une EMI négative et suis revenu de l'en faire. Avez-vous une explication? C'est plutôt un coma dans ce cas-là. Et dans ce qu'on sait, bon, quelqu'un qui vit un coma peut faire une expérience de mort imminente, mais quand il y a un réveil de coma qui prend souvent plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la conscience est très fluctuante et on peut ressentir comme extrêmement négatif ou angoissant simplement la toilette, le bruit des instruments. Enfin, et moi, je me suis rendu compte que pratiquement toutes les expériences négatives étaient en fait un mélange avec des éléments d'une expérience de mort imminente et des souvenirs, par contre, extrêmement angoissants d'un réveil de coma qui est fluctuant. Et ça finit par faire une espèce d'amalgame qui est extrêmement désagréable. Alors, on nous demande dans quelle mesure ceux qui ont vécu une EMI, une expérience de mort imminente, sont-ils influencés par ce qu'ils ont déjà entendu à propos du tunnel et de la lumière? C'est vrai qu'on entend toujours parler de ce tunnel et de la lumière. Vous en avez entendu parler avant? Tout à fait. Bon. J'en ai sûrement entendu parler avant. Sans en avoir un souvenir précis. Voilà. Alors, il est très difficile, effectivement, de faire la part de ce qui devient un fait de société et qui est maintenant connu. Bon, ceci dit, les premiers cas décrits par Moody étaient totalement... On n'en avait pas parlé avant. Et quant aux EMI négatives, effectivement, j'en ai aussi rencontré chez des patients. Ce sont celles qui vont laisser des stress post-traumatiques et qui vont souvent demander une prise en charge après, sous forme de psychothérapie éventuellement. Oui, parce que dans certains récits, on voit les personnes qui disent qu'au lieu dans ces tunnels, quand elles le voient avec la lumière au bout, où effectivement elles ont plutôt envie d'y aller, parce que c'est apaisant, c'est un peu votre façon d'avoir vu les choses, c'est-à-dire qu'on vous libère, alors qu'on voit parfois des gens qui disent au contraire qu'ils se sont accrochés pour ne pas aller vers le fond justement de ce tunnel. Ça peut être effectivement des problèmes de coma et non pas d'arrêt cardiaque. De l'analyse que j'ai pu en faire, oui. Les quelques cas, j'ai dû recueillir, je sais pas, je les ai pas comptés, 300 ou 400 cas. J'ai interviewé plusieurs centaines de personnes.
pour me faire une idée, pour essayer d'extraire ce qu'on pouvait trouver comme invariant de ces expériences. Je n'ai pratiquement pas un cas d'expérience négative, authentique. La seule que je connaisse, enfin, on peut donner un exemple, par exemple, qui lui est induit par plutôt des croyances religieuses. C'est une dame qui, je crois qu'elle a fait une hémorragie pendant une césarienne, qui s'est retrouvée dans le noir. Elle était parfaitement consciente, elle, plus ou moins, elle était consciente, elle était dans un noir absolu. Il n'y avait rien. Et elle s'est dit, c'est ça l'éternité, je suis là pour l'éternité. Je suis morte, et je vais m'emmerder pendant l'éternité. Parce qu'il faisait noir. Il faisait noir, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Mieux que s'il y a l'éternité. Si l'éternité existe, il y a une petite lumière. Voilà, ben là, il y avait une petite lumière, et puis le reste a continué. On va écouter un autre témoignage, Michel. Ouais, ce Pierre a 54 ans et a vécu une expérience de mort imminente au cours d'un coma prolongé. Marc Lavastro et Mélanie Morin ont recueilli son témoignage et l'ont suivi en consultation avec vous, docteur Postel, à l'hôpital de Sarlat, où vous recevez des expérienceurs pour les aider à mettre des mots sur le phénomène troublant qu'ils ont vécu. Regardez. À 42 ans, Pierre contracte la varicelle. À son âge, la maladie s'avère très grave. Pour le traiter, les médecins n'ont d'autre choix que de le plonger dans un coma artificiel. Il vit alors une expérience troublante. Lors de mon coma, s'est produit à plusieurs reprises donc, ce qu'on appelle une sortie de corps, où je me suis promené autour du CH, dans les pièces, où j'ai assisté à des scènes que j'ai pu plus ou moins décrire par la suite. Par exemple, je sais que lors de mon coma, on m'a fait passer une échographie abdominale. J'ai pu remarquer des détails précis, notamment qu'il y avait un médecin du CHU de Roanne que j'ai pu définir par l'écusson qu'il portait sur la blouse. Cette précision, je l'ai apportée lors de ma sortie de coma au chef des urgences, qui était un petit peu étonné, puisque ce jour-là, j'étais dans un coma assez avancé. Pas de doute, Pierre a vécu une expérience de mort imminente. Pour la recenser et mieux la comprendre, il se rend dans le service d'anesthésie de l'hôpital de Sarlat. Ici, on le soumet à un questionnaire dont le but est d'analyser finement cet événement. Si vous avez eu la sensation de sortir d'une façon ou d'une autre de votre corps, alors diriez-vous qu'il s'est agi d'un dédoublement? Non. Non. De l'extension d'une partie de vous? Oui, ça s'approcherait un peu plus de ça. Du détachement d'une partie de vous? Oui, on peut le dire de cette façon-là aussi. De la sortie d'un deuxième corps? Non. On ne se pose pas forcément des questions aussi précises. Et on dit, bon, j'ai vécu quelque chose de très particulier, mais mettre des mots dessus, c'est difficile. Et le questionnaire, dans ce sens-là, il aide beaucoup, je crois. En tout, 18 pages de questions passent au crible les données les plus récurrentes des expériences de mort imminente. D'un côté, il s'agit d'objectiver ces événements souvent perçus comme des phénomènes obscurs ou paranormaux. De l'autre, offrir un soutien précieux à ces patients qui ne sont pas toujours pris au sérieux. On a des cas de stress post-traumatique vrais qui sont liés à la non-capacité de se faire écouter. Donc, interroger et croire a priori ce que les gens disent, c'est un grand pas. Ça peut être le prétexte à une thérapie visant à retrouver l'équilibre. Car ce sont des gens qui, de toute façon, les expérienceurs sont toujours perturbés. Autre expérience unique, menée au cœur du service de soins intensifs, cette enveloppe collée sur la fenêtre est ce qu'on appelle une cible. Elle contient un objet choisi et mis sous scellé par huissier. Objectif, vérifier si un patient vivant une EMI parvient à percevoir son contenu. Pour faciliter l'expérience, l'objet ne doit pas être trop incongru pour se trouver en salle de réanimation tout en comprenant un détail reconnaissable, voire une charge émotionnelle. En 2 ans, 5 expériences de mort imminente ont été recensées à Sarlat, mais à ce jour, personne n'a su détailler le mystérieux contenu de cette enveloppe. Alors ça a été tourné ce reportage il y a déjà quelques mois. Cette expérience-là d'enveloppe cible, c'est vous qui l'avez mis au point, docteur Jourdan. Est-ce que donc depuis ces quelques mois, il y a eu d'autres cas d'EMI éventuellement quelqu'un aurait pu comprendre? Et c'est quoi le but de cette expérience?
C'est un petit peu compliqué à expliquer en 2 secondes. Disons Prenez que 3 secondes. Allez, 3 secondes et demie. Allez. Ces expériences posent 2 problèmes. Un problème scientifique, un problème humain. Le problème humain, on verra tout à l'heure avec ce que dit M. Camilleri, c'est les changements qui sont induits, qui vont toujours dans le même sens. Le problème scientifique, c'est le fait qu'il y ait une perception à un moment où on sait très bien que théoriquement le cerveau est incapable ni de percevoir à travers les organes des sens, ni de mémoriser. Alors, on parle d'hallucination. Une hallucination, c'est une perception sans objet. C'est la définition. Or, comme dans le cas de M. Camilleri et comme dans des dizaines d'autres que j'ai pu recueillir et qui ont été recueillis autour du monde, on se rend compte que ce que racontent les gens après une expérience, ils sont capables de décrire leur réanimation, de décrire ce qui se passait autour, donc des scènes. Pas uniquement des objets qu'ils auraient pu voir avant ou après éventuellement, mais des scènes avec un déroulement précis qui permettent de donner le moment de l'expérience. Et quand quelqu'un est capable de vous dire ce qui s'est passé, ce qui s'est dit à l'endroit où il se trouvait ou dans les alentours, à un moment où on sait que théoriquement c'est pas possible, ça pose une question. Alors j'ai essayé d'étudier avant tout comme on fait en science, on prend les choses par ce qui est abordable. Alors tous les aspects métaphysiques, bon on peut se poser des questions mais on ne peut pas en faire grand-chose scientifiquement. Par contre les perceptions, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier, qu'on peut essayer d'analyser. Et donc il est ressorti de l'analyse de plusieurs dizaines de témoignages qu'on peut réduire la partie, ce qu'on appelle l'expérience hors du corps qui n'en est peut-être pas une, à une perception d'information globale. C'est-à-dire que, bon, ça se comprend très bien. Quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, bon, d'abord, son cerveau ne marche plus. Au bout de 15 secondes, l'électroencéphalogramme est plat. Ses paupières sont fermées, il a un masque dessus. Bon, de toute façon, cette personne, même vivante, serait incapable de voir ce qui se passe autour, ni à l'extérieur du camion du SAMU. Donc, on peut considérer qu'il y a une perception d'information d'une manière globale, qui n'est pas visuelle, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui est perçu n'a pas besoin d'être vu par des yeux. Donc, le principe très, très simplifié de cette enveloppe, c'est d'avoir dans une enveloppe scellée une information pertinente, pas choquante par rapport à l'endroit, intéressante humainement, qui va attirer l'attention. Quelqu'un a découvert ce qu'il y avait dedans ou pas? Non, il y a une enveloppe, pour l'instant, il y en a une en France qui est dans le service du Dr Postel, que je remercie d'avoir eu le courage de faire quelque chose d'aussi apparemment chez vous, farfelu. personne ne l'a reconnu. Alors, il y a une question qui vous concerne, le fait de s'approcher ainsi de la mort, guérit-il de la peur de la mort? Est-ce que ça vous a bouleversé votre vie? C'est ce qui m'a énormément perturbé et c'est pour cette raison que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Quand on parle à son entourage, même si votre entourage vous aime, ils se demandent, on voit tout de suite dans leurs yeux qu'ils se demandent si vous est pas arrivé quelque chose aussi dans le cerveau quand même. Donc on a peur de passer pour un fou, pour un illuminé, voilà. Et c'est sur une chaîne concurrente que j'avais vu une émission où justement le docteur Postel et le docteur Jourdan étaient dans l'émission. Comme le docteur Postel était très très loin, le docteur Jourdan habite à 100 km de chez moi, on va dire que c'était plus pratique. La seule chose que je vais préciser, c'est que quand je suis allé voir le docteur Jourdan, la première chose que je lui ai demandé, c'est que s'il n'y avait pas de choses mystiques comme je suis un petit peu carré, je voulais pas qu'on me parle de religion, qu'on me parle de qu'on me parle de pas vous faire embarquer dans un domaine. Tout à fait. Donc, et ça ne me dit pas si vous avez peur de la mort aujourd'hui ou pas? Ah, j'ai absolument pas peur de la mort. Non. Et vous aviez peur avant ou pas? Comme tout être humain. Comme tout être humain se pose la question de savoir ce qu'il peut y avoir. Rien que le fait de savoir qu'on peut passer, même s'il n'y a rien après ce que j'ai vécu, mais rien que le fait de savoir qu'on peut passer par cette phase, c'est-à-dire cette phase où tout s'arrête, c'est-à-dire la douleur de l'infarctus, qui est une douleur énorme, comme vous devez le savoir. C'est comme si vous aviez un poids de 500 kg sur la poitrine, tout s'arrête d'un coup, et tout d'un coup vous baignez dans le bonheur, dans le bien-être absolu, etc. Rien que de passer par cette phase, ça donne plus cette peur d'angoisse. Une question cartésienne pour vous, docteur Postel. Est-ce que les produits anesthésiants pourraient expliquer ce phénomène, vous qui les maniez tous les jours? Alors, les produits anesthésiants ont des effets secondaires, effectivement, pour certains, la kétamine, le propofol, qui peuvent être psychostimulantes et qui sont connus depuis longtemps, depuis leur sortie en clinique, pour déclencher des hallucinations, des rêves de toute nature. Mais ce sont des hallucinations. Comme disait Jean-Pierre Jourdan tout à l'heure, ce sont des perceptions sans objet. Et on arrive très bien à les différencier.
On va voir une équipe de scientifiques qui s'est emparée de ce sujet, qui cherche à comprendre donc ce qui se passe évidemment dans le cerveau d'un individu qui vit une EMI. Alors évidemment, difficile d'effectuer des mesures au moment même où le patient vit son EMI, parce qu'à ce moment-là, c'est l'urgence. Et bien entendu, il faut tout faire pour le sauver et pas mesurer son activité cérébrale. Les mesures ont donc lieu a posteriori. Vous voyez ce reportage au centre de recherche de l'Université de Liège, tourné par Laetitia Fouque et Christian Gallet. En 2004, Georges Dannen a été victime d'un accident médicamenteux alors qu'il était hospitalisé. Pendant quelques minutes, il a perdu conscience. Ensuite, je me retrouve dans un long couloir noir, un long tunnel, pardon, avec tout au loin une lumière assez crue, une lumière un peu surnaturelle. Et cette lumière m'attire. C'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Une expérience qui intéresse beaucoup cette neuropsychologue. Vanessa Charland-Verville travaille à l'Université de Liège. Et depuis 2 ans, elle a interrogé une 60aine d'expérienceurs comme Georges Dannen. Est-ce que vous avez eu un sentiment de détachement de votre corps? Au départ, puisque je vous dis, j'entends la voix du médecin, et puis j'ai l'impression de sortir de moi-même, et j'ai l'impression que je suis arrêté par le plafond, là. Oui. Je colle au plafond et je me vois sur mon lit, oui. Elle recueille leurs témoignages, puis leur soumet une liste de questions bien précises. Est-ce que vous avez ressenti un sentiment de paix ou de bien-être pendant cette expérience? Oui. Est-ce qu'il vous a semblé entrer dans un autre monde, un monde immatériel? Oui. Son but? Étudier scientifiquement ce qui provoque chez tant de personnes à travers le monde ces mêmes visions. Ce questionnaire a été construit pour pouvoir arriver à un score et de pouvoir quantifier les expériences. Donc par exemple ici, un score de 7 et plus sur 32 nous donne une expérience de mort imminente, tandis qu'un score en bas de 7 n'est pas considéré comme une expérience de mort imminente. Et là, on est à combien? Et là, on est à 14 sur 32. Mais pour cette équipe, ces EMI n'ont rien de surnaturel. Leur explication est plutôt à chercher dans notre cerveau. Ici, en bleu, le cerveau d'un patient plongé dans le coma. Une couleur qui signifie que son activité cérébrale est réduite, mais pas nulle. Maintenant, ici, je vais vous installer l'électroencéphalogramme. Donc, un casque qui comporte 256 électrodes. Comme tous les témoins de l'étude, le cerveau de Georges va donc être scanné, scruté dans les moindres recoins. Chacune de nos émotions ou idées active une zone cérébrale bien spécifique. Pour le professeur Lorez, l'enjeu est donc de chercher des cicatrices dans les zones qui restent actives lors d'une EMI. Chez beaucoup de patients qui ont eu une expérience de mort imminente et ont eu cette sensation de quitter leur propre corps, il y avait cette région en rouge qui était différente et on pense peut être la cicatrice quelque part de ce qui s'est passé plusieurs mois, parfois plusieurs années avant. Si les cicatrices sont toutes au même endroit, normal que tous les expérienceurs aient les mêmes visions. On a pu ainsi démontrer que ce n'est pas des faux souvenirs, comme certains l'ont dit, que ce n'est pas comparable non plus aux rêves ou à des hallucinations. Les caractéristiques de ces mémoires sont très différentes. Maintenant, il faut aller plus loin et ce qui est en cours, c'est d'essayer de comprendre telle dimension peut être expliquée par telle activité dans le cerveau. C'est difficile parce qu'on n'est pas là pour faire les mesures au moment même, donc il faut reconstruire l'histoire avec des enregistrements qui vont se faire par après, mais ça c'est le travail qui est en cours ici à l'Université de Liège. L'équipe envisage aussi de plonger les expérienceurs sous hypnose afin de leur faire revivre leur EMI et de mesurer l'activité de leur cerveau. Une question de Marc qui demande si on peut connaître une EMI tout en étant en bonne santé, sans accident ni opération. Tout à fait. Il y a des circonstances, soit de stress intense, soit de... Ça a été décrit chez les, chez des méditants aussi. Bon, il y a des tas de circonstances qui sont d'ailleurs très bien classifiées dans le dernier livre qu'a sorti Sylvie Détiolaz en Suisse, du Centre Noésis, où tous ces états sont décrits. Ces expériences de mort imminente sont-elles différentes selon les cultures ou c'est toujours... Une minute pour répondre. Ouais, très vite.
La trame globale est la même. Bon, après, il faut savoir que la trame globale, c'est une trame. Ça ne veut pas dire que tout le monde vit la même chose. Il y a des détails. Là, on se rend compte qu'il y a au moins une part de l'expérience qui est reconstruite avec les symboles de la culture. C'est-à-dire que, par exemple, les gens en Inde ne vont pas rencontrer un être lumière ou leur grand-père, mais très souvent un fonctionnaire avec un grand carnet, une grande liste, et qui va commencer à chercher en attendant qu'il y ait un billet glissé peut-être quelque part. Voilà, il y a des détails comme ça qui sont différents, mais sinon, dans toutes les cultures, c'est totalement aculturel, c'est totalement indépendant de l'âge, du sexe, des croyances préalables. Les effets sont les mêmes aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est intéressant d'aborder le sujet. Pour une autre émission. Ah, c'est dommage. 26 minutes, c'est 26 minutes. On pourrait tenir une heure. Hein. Merci beaucoup. On refera. Merci beaucoup. En tout cas, il faudrait, parce que je vous dis, là, on a parlé globalement de l'expérience. Il faudrait parler de l'aspect humain, enfin, un peu. Et on voit là, ici, on vous signe. Voilà. On refait une émission. Voilà. Docteur Jean-Pierre Jourdan, Deadline, dernière limite chez Pocket. Voilà pour en savoir plus. Merci beaucoup. L'association Jans France. Et l'association, bien sûr, Jans France. Le site sera sur le site de notre chaîne.